Mohamed Boukarsar est romancier d'origine sénégalaise. Auteur de 3 romans, Terre Sainte en 2015, prix Amadou Kourouma et Grand Prix du roman Métis, Silence du cœur en 2017, prix Littérature Monde Étonnant Voyageur 2018, et de Purs Hommes, il était à la librairie Ombre Blanche mardi 14 décembre 2021, à l'occasion de la présentation de son livre lauréat du prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Ray et Jim San. La vache, c'est impressionnant d'ici, hein, je vous assure. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir attendu. Bon, la SNCF étant ce qu'elle est, Toulouse étant si loin de Paris, voilà, c'est les aléas du direct. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous ce soir pour ce roman, qui est un roman que nous, à la librairie, on avait beaucoup aimé quand il est sorti au mois d'août. C'était un plaisir de vous avoir. Et alors là, c'est vraiment plus qu'un plaisir. Voilà. Et en plus, alors, vous terminez la saison, c'est-à-dire vous êtes la dernière rencontre littéraire de cette rentrée 2021, qui se finit voilà, aussi triomphalement. Merci beaucoup. Nous allons parler ce soir de La plus secrète mémoire des hommes, votre dernier roman, qui est sorti aux éditions Philippe Ray, qui, bon, alors je pense que personne n'ignore, a reçu le prix Goncourt cette année. Et alors c'est très étonnant parce qu'en plus, cette histoire de prix littéraire est au cœur aussi du livre, on va en parler. Mais peut-être juste avant de commencer vraiment à parler du livre, peut-être pour solder cette question du prix Goncourt, ça change quoi dans le rapport, dans ce que vous pouvez dire du livre et dans la réception qu'on a? Parce que il est question de ça dans le livre, avec ce qu'il y a avant, la présence fantomatique au travers des Liman de René Maran et de Hologuem, pose cette question-là aussi très directement. Bonsoir et merci à tous d'être là. Désolé pour le retard. Eh bien, ce que ça change, c'est bien sûr tout un ensemble de réalités dans ma vie quotidienne, bien sûr. Dans mon écriture, peut-être que ça changera quelque chose. Je n'ai encore rien écrit après et je n'en suis pas sûr, mais peut-être, c'est tout à fait possible. Mais il est vrai que dans ce roman, il y a toute une réflexion sur les prix, sur la consécration de façon générale, et plus particulièrement la consécration des écrivains africains par l'institution littéraire franco-française, pour le dire ainsi. Je m'en moque un peu dans le livre et j'estime toujours que finalement, ce n'est qu'un juste retour des choses, ce n'est que la vengeance du livre sur son auteur. Je ne peux m'empêcher de voir dans ce prix reçu aussi l'ironie du livre, donc la vie aussi du livre, qui continue comme ça, son jeu d'extension ou de mise en abîme qui se déploie jusque dans le réel, finalement. Et ça rejoint une foi que j'avais, aussi dans le fait que les livres sont des organismes vivants et qu'il faut les traiter comme tels, et qu'une fois qu'on les a écrits, il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'ils s'éteignent. En tout cas, il faut espérer qu'ils continuent d'être vivants et de continuer à se déployer dans le réel, quitte à prendre dans leur piège leur propre auteur. Voilà. Oui, parce qu'on pourrait même penser que l'Académie Goncourt vous a fait un pied de nez à votre propre pied de nez. Je veux dire, c'est assez savoureux. Je ne pensais pas qu'ils avaient autant d'humour, en définitive. Alors, je rebondis sur votre réflexion sur la vivacité qui perdure des romans, parce que c'est vraiment ce qui est au cœur de ce roman-là. Ce livre énigmatique d'Eliman, dont on va essayer d'approfondir un peu les choses, qui est dans le roman, sous la forme d'une quête. Ce jeune écrivain, Diégane, d'origine sénégalaise, se retrouve pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Voilà, je vais essayer de résumer. Ça va être compliqué parce que le livre est foisonnant, le livre est dense. Ce jeune écrivain d'origine sénégalaise qui vit à Paris, qui a écrit un premier roman et qui a eu vent de l'existence de ce roman mythique, Le labyrinthe de l'inhumain. Mais c'est un livre perdu d'un auteur qui a complètement disparu de la circulation. Et un soir, il rencontre une écrivain qui est aussi d'origine sénégalaise et qui est son aîné, qu'il admire énormément, et qui va lui mettre entre les mains un exemplaire de ce livre-là, qui va être un véritable bouleversement dans la vie de Diégane. Bouleversement qui va entraîner cette quête, qui va le conduire, alors, soit directement, soit par procuration, aux 4 coins de la planète, à la recherche des traces de ce T.C. Eliman, qui est un auteur énigmatique des années 30.
Donc on a un système comme ça de mise en mise. Moi, je suis un gros lecteur, comme vous, je crois, de Roberto Bolaño, et on ne peut pas s'empêcher de voir effectivement Diégan et ses comparses comme des détectives sauvages. Vous faites référence dans le titre et dans le texte liminaire, mais je me demande s'il n'y aurait pas peut-être plus de quoi chercher dans 2666 que dans les détectives. Disons que ce serait une fusion de ces deux textes-là, parce que dans la structure, ça ressemble grandement au détective sauvage, mais dans la recherche de l'écrivain disparu, même si c'est présent dans les détectives sauvages, puisque c'est aussi le principe de ce texte-là, on cherche une poétesse. Dans 2666, on cherche un écrivain qui a disparu finalement dans le XXe siècle, entre les grandes apocalypses, les grandes tragédies du XXe siècle. Et c'est vrai que le personnage de T.C. Eliman serait beaucoup plus proche de celui d'Archimboldi, dans 2666, que de la poétesse Césarea Tinajero dans Les Détectives sauvages. Il reste que ces deux grands textes de Bolaño-là irriguent très directement ce livre par cette question centrale qui les réunit finalement de la recherche, du fait d'être un détective sauvage. On ne sait pas exactement ce que Bolaño veut dire par là, à quoi renvoie cette sauvagerie, peut-être à la liberté, au fait d'être indomptable et au fait de toujours chercher quelque chose, au fait de toujours, lorsqu'on est un écrivain, lorsqu'on est un poète ou qu'on tente d'en être un, avoir une chose qu'on cherche, une vérité qu'on cherche dans le monde, dans le voyage, dans l'écriture, dans l'inconnu. C'est ça, finalement, être un détective sauvage. Et c'est ce que je voulais pour mon narrateur, mais aussi pour le personnage de Eliman lui-même, qui est lui-même un chercheur. C'est qu'il est à la fois l'objet d'une quête, mais lorsque l'on suit sa trajectoire, c'était lui aussi un détective, parce qu'il a aussi cherché quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas exactement quoi, mais il cherche. Et c'est ce qui me semble toujours le plus important, être un chercheur quand on essaie d'être un écrivain, tenter, pour répondre aux injonctions croisées de Rimbaud et de Baudelaire, de toujours chercher du nouveau ou d'exiger du nouveau, puisque c'est ce qu'il faut exiger de soi comme écrivain. C'est ce que j'exige de moi, mais c'est surtout ce que je tente de mettre en scène et ce que je tente d'exiger de mes personnages, au-delà de leur biographie et au-delà de leur rencontre, de leur vie de groupe, de leur amitié. Tous sont liés d'abord par ça, par l'intuition qu'il y a quelque chose à trouver. Voilà. Et ça, je le tiens directement de Bolaño, c'est vrai. J'avais cette intuition, mais vous venez quand même de la confirmer, parce que moi j'ai toujours porté Bolaño pour un grand écrivain romantique aussi, parce que c'est ce désir de quête, cette espèce d'aspiration et de croyance aussi absolue dans la littérature. Vous avez ça? Bolaño, là, c'est un grand écrivain romantique, et la publication récente de ses poèmes nous le confirme. Il suffit de lire ses œuvres complètes, de sa poésie en tout cas, pour voir que c'est un grand écrivain romantique. Mais c'est un romantisme noir, ce n'est pas le romantisme de Lamartine ou Hugo, par exemple. C'est vraiment le romantisme, précisément, de Baudelaire et de Rimbaud, qui sont d'ailleurs ses poètes préférés. Il le dit à plusieurs reprises. Dans 2666, il place en exergue un vers de Baudelaire, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. C'est ce qu'il choisit comme exergue. Donc oui, Bolaño est un poète romantique. Mais c'est un romantisme vraiment noir, un romantisme de l'horreur, un romantisme presque gothique, si on peut se permettre ce type d'association-là, et un romantisme... oui, de la monstruosité. Il y a peut-être quelque chose de Hugo aussi, si on pense à certains gothiques, quoi, si on pense à certains. Le sens de la quête. Hein, voilà, le sens de la quête, du déplacement. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que je peux avoir, mais dont je me moque aussi dans ces personnages-là, puisque cela met tout de suite en proie à une forme d'exaltation qui peut être très vite comique, à une sorte de lyrisme qui peut être désuet, à une sorte de foi qui peut être très risible très rapidement, lorsqu'elle n'est pas contrebalancée justement par le rire et par la conscience que la recherche, pour grandiose qu'elle soit, est toujours promise à l'échec, et que finalement c'est ce qui en fait peut-être qu'elle est grandiose, précisément. Lorsqu'on est écrivain et qu'on cherche à découvrir quelque chose, sans même savoir c'est quelque chose, on se lance comme ça dans un grand vol d'aigle, comme dirait un autre romantique qui est Flaubert, mais ce grand vol d'aigle-là s'écrase toujours. Et il faut toujours, je crois, en avoir conscience, en rire, et c'est de cet équilibre-là que provient peut-être
l'intérêt de chercher quelque chose. Voilà. C'est dans cet équilibre que ça tient, tout simplement. Je cherchais une citation, parce que ça illustre pas mal. On est au début. Mais pourquoi continuer de tenter d'écrire après des millénaires de livres, comme le labyrinthe de l'inhumain, qui donnerait l'impression que plus rien n'était à ajouter? Nous n'écrivions ni pour le romantisme de la vie d'écrivain, il s'est caricaturé, ni pour l'argent, ce serait suicidaire, ni pour la gloire, valeur démodée à laquelle l'époque préfère la célébrité, ni pour le futur, il n'avait rien demandé, ni pour transformer le monde, ce n'est pas le monde qu'il faut transformer, ni pour changer la vie, elle ne change jamais, pas pour l'engagement, laissons ça aux écrivains héroïques, non plus que nous ne célébrions l'art gratuit, ce n'est qu'une illusion puisque l'art se paie toujours. Alors pour quelle raison? On ne savait pas, et c'était peut-être là notre réponse. Nous écrivions parce que nous ne savions rien, nous écrivions pour dire que nous ne savions plus ce qu'il fallait faire au monde, sinon écrire, sans espoir mais sans résignation facile, avec obstination et épuisement et joie, dans le seul but de finir le mieux possible, c'est-à-dire les yeux ouverts, tout voir, ne rien rater, ne pas sciller, ne pas s'abriter sous les paupières, courir le risque d'avoir les yeux crevés à force de tout vouloir voir, pas comme voit un témoin ou un prophète, non, mais comme désire voir une sentinelle, la sentinelle seule et tremblante d'une cité misérable et perdue, qui scrute pourtant l'ombre d'où jaillira l'éclair de la mort et la fin de sa cité. Les phrases sont merveilleusement longues. Ça aussi, c'est quelque chose de... Vous n'hésitez pas avec les phrases longues. Non, Mais non. Bon, pas tout le temps, mais de temps en temps, oui, quand ça le demande. Ce n'est jamais tout à fait gratuit, ce n'est jamais un exercice de style. En parlant de Proust, Sartre a une phrase que je trouve lumineuse, parce qu'il dit que les phrases de Proust ne sont longues que relativement, et que finalement, une phrase peut être longue parce qu'elle ne peut pas dire en moins de mots ce qu'elle a à dire, et parce que c'est extrêmement cohérent avec ce que l'auteur cherche à exprimer, non seulement comme idée, mais aussi comme rythme. Tout cet ensemble que vous venez de lire est une sorte de quasiment de profession de foi. Et dans cette profession de foi-là, je sentais en écrivant qu'il fallait que ce soit écrit d'un seul tour, d'un seul souffle, en jouant beaucoup sur les variations de rythme et sur les effets, oui, de la ponctuation, tout un ensemble de choses, mais qui disent simplement l'énergie qui porte la phrase. Bolagnon faisait ça aussi. Il n'est pas le seul. Énormément d'écrivains font ça, et je crois que ce n'est jamais tout à fait gratuit. parlons aussi, continuons à parler d'énergie. La façon dont le livre aussi est énergique tout au long, parce que c'est pas un petit livre. Il obéit à une construction qui est extrêmement élaborée et pour le lecteur qui est très réjouissante. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Le livre, vous l'avez imaginé avec cette espèce de système comme ça, de vase communicant et d'emboîtement. C'est venu dès le début, ça fait partie de l'élaboration. Non. L'élaboration, c'est vraiment faite pendant l'écriture, c'est-à-dire que pas à partir d'un plan, pas à partir d'une structure. Je n'écris pas à partir de structure. Je ne sais pas faire ça, tout simplement. À chaque fois que je le fais, justement, je ne vais pas bien loin, parce que j'ai toujours l'impression que ça me limite ou me paralyse. Mais je comprends très bien qu'on puisse écrire à partir de plans, et je suis même, à un certain degré, assez admiratif de ça, et je trouve que ça faciliterait énormément de choses pour moi, mais je n'y arrive pas. La seule manière que j'ai d'écrire, c'est de commencer à partir d'une image en général et de laisser l'image se déployer. Évidemment, ça a un certain nombre de problèmes, parce que quand je suis bloqué, par exemple, pendant l'écriture, je n'ai pas du tout de possibilité de me raccrocher à autre chose. Je n'ai pas de possibilité de me raccrocher à un plan, de me raccrocher à une autre scène que je pourrais écrire plus tard et que je pourrais ensuite ramener. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas anticiper ou voilà, je ne peux pas écrire plusieurs choses en même temps. C'est vraiment une écriture linéaire, mais c'est dans cette linéarité-là que je me laisse beaucoup de liberté. Pour moi, la linéarité n'est pas un carcan. Pour moi, le fait d'écrire son plan n'est pas un carcan. C'est au contraire la promesse d'une liberté, de la possibilité qu'à n'importe quel moment, n'importe quoi puisse arriver dans le roman. Et pour ce roman en particulier, ça avait du sens de l'écrire comme ça, c'est-à-dire de laisser ouvertes toutes les possibilités d'entrée et de sortie de personnages, d'entrée de récits et d'interruption de récits qui reviennent ensuite ou sont continués. Et c'est vraiment à la toute fin que le sentiment que la structure s'est trouvée, elle n'arrive qu'à la toute fin, mais pas au début. Ce n'est jamais a priori, mais toujours a posteriori que je tente d'écrire mes romans. Et pour ce roman-ci, c'est tout à fait la même chose.
Et donc, bon, si parfois en lisant, on peut se sentir en disant où est-ce qu'il va, c'est que moi-même, je ne sais pas, peut-être pas à ce moment-là où ça va, et que je me laisse porter par ce mouvement-là, et que j'ai confiance d'abord au lecteur, à la personne qui lit, mais aussi à ce que j'appelle toujours l'intelligence interne au texte. Je pense qu'il y a une vraie intelligence du livre qui est en train de s'écrire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vie d'un livre. C'est aussi l'intelligence d'un livre qui, à un moment donné, trouve peut-être de façon très secrète, difficile à expliquer, ou nous indique les directions dans lesquelles il faut aller. Évidemment, à la fin, le premier jet n'était pas sous cette forme-là. Il a fallu, en revoyant l'ensemble, rajouter un peu de couleur par-ci, par-là, comme dans un tableau, corriger, déplacer certaines parties un peu avant ou en décaler d'autres. Mais disons que tous les éléments étaient là à la fin. Et c'est après, il a juste fallu réarranger le tableau pour lui donner un peu plus de cohérence et d'équilibre, mais en laissant le principe qui en a présidé l'écriture, qui est un principe de liberté absolue, en le laissant tout à fait intact. Il y a quelque chose de saisissant, encore plus à la lumière de ce que vous venez de dire. C'est que moi, j'avais ce sentiment, alors plus à la deuxième lecture qu'à la première, parce qu'à la première lecture, on est embarqué et on est entièrement tendu vers cette fin qu'on attend et ces éclaircissements. À la deuxième lecture, j'ai senti à quel point le livre était polycentré. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toute l'histoire qui tourne autour d'Eliman et qui continue le cœur, mais aussi les histoires autour de Sigadé et les histoires de Diégane. Et à la fin, j'avais cette question de se dire, en fait, j'aurais du mal à dire que le livre a un personnage principal, un héros, mais selon comment on le regarde, effectivement, ça peut être Eliman qui est au cœur du livre, mais Diégane, mais aussi Siga qui est peut-être aussi la grande héroïne du roman. Oui, oui, il est polycentré, clairement. J'ai parfois du mal avec l'idée du personnage principal. Mm-hmm. Non, c'est même pas le personnage principal, c'est l'idée du personnage secondaire qui me gêne parfois, parce que je me dis, qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça signifie sans doute qu'on fait des choix dans la narration, qu'on se ressente sur un personnage plutôt que sur d'autres. Mais si ça signifie qu'un personnage secondaire est une sorte de satellite qui n'a vocation qu'à participer au décor, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Et ce livre me donnait la possibilité d'expérimenter, tout simplement, c'est pas une théorie, je ne peux pas appeler ça une théorie, mais une réflexion que j'avais sur les personnages et sur le fait que la recherche d'un personnage qui semble être le personnage principal fait toujours apparaître ou donne aux autres personnages la possibilité à un moment d'occuper pleinement la scène pour parler du personnage disparu ou mystérieux, mais pour parler au fond d'eux-mêmes, ce qui les arrache tout de suite à la condition un peu obscure de personnages secondaires. Le fait de multiplier les récits, de multiplier les prises de parole, de déplacer les scènes, fait que tous ces personnages-là émergent, parlent d'Eliman, qui semble donc être le fil rouge, et sans doute le fil rouge du roman, mais ils ne sont pas simplement là en témoins, en personnes qui ne feraient que parler d'un disparu, ils parlent aussi de leur vie propre. Et à ce moment-là, ils sont pleinement les agents essentiels du récit, de leur récit et de leur vie. Donc, c'est autant un principe technique narratif qu'un principe existentiel, finalement, qui dit que c'est du croisement de plusieurs vérités ou de plusieurs témoignages ou de plusieurs paroles sur une vie qu'on peut découvrir quel a été le fond de cette vie, où on peut toucher au mystère de cette vie-là. Parce que finalement, le roman pose cette question-là. Quelle a été la vie d'Eliman? Et à partir de ce moment-là, tous les personnages arrivent et disent quelque chose, un fragment de cette vie, mais aussi un fragment de la leur. Et finalement, tout l'intérêt de voir les échos qu'il peut y avoir, par exemple, entre la vie d'Eliman et la vie de Diégane, entre la vie d'Eliman et la vie de Siga, comment la vie d'Eliman a-t-elle croisé celle de Mossan ou du personnage de Hassan Koumar ou Seynou Koumar, etc. Tout ça, on le découvre, mais voilà, ce principe de construction-là, finalement, de personnages tournants ou de personnages principaux tournants, me permettait d'explorer aussi cette vision, oui, existentielle des choses sur une vérité qui serait toujours multiples avant d'être centrales. Beaucoup des personnages, alors pas tous, mais beaucoup, sont des écrivains ou
on va dire, des écrivains qui ont un rapport avec l'écriture. Et derrière, il y a différentes typologies et on peut s'amuser à faire des jeux d'association complémentaires ou contradictoires selon les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Il y a effectivement le couple Diegan-Siga, mais Eliman, même au travers du temps, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, il y a tout cet agencement-là aussi qui est intéressant dans le roman. Oui, mais c'est le principe aussi c'est la figure du labyrinthe qui permet aussi ça. À partir du moment où il y a un labyrinthe et plusieurs personnages qui marchent dans ce labyrinthe-là, il y a toujours des moments où certains peuvent se retrouver dans un espace donné, dans un couloir donné, partager quelque chose et puis continuer à se déplacer. Le seul point commun, c'est vraiment le centre de ce labyrinthe où il est une figure à la fois extrêmement présente et aussi absente, qui est donc Eliman, ce personnage-là. Et à partir de lui, il y a plusieurs combinaisons possibles, plusieurs déplacements possibles qui contribuent aussi à donner au roman ce caractère labyrinthique parfois. Oui, Diegan, lui, est au début de sa quête, alors que Siga, elle l'a déjà accompli. Et effectivement, qu'on prenne le livre d'un sens ou dans l'autre, on revient toujours sur l'essentiel de cette quête. Bon, on va peut-être maintenant aborder vraiment le dur d'Eliman et cette traversée comme ça du siècle qui constitue le grand moment central du livre. Hein. Alors, on va essayer de pas, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, de ne pas divulguer trop ce qui est à l'œuvre. Mais Eliman est un écrivain, un jeune homme extrêmement brillant, qui va quitter au milieu des années 30 son Sénégal natal pour venir à Paris finir des études. Il publie en 38 un roman, Le labyrinthe de l'inhumain, qui est un énorme succès à sa sortie et qui va de suite, parce que c'est un énorme succès, parce que son écrivain est noir, et alors là on retrouve l'histoire littéraire, de suite il est accusé de plagiat, et donc la carrière du livre va se retrouver comme considérablement raccourcie. J'aimerais bien qu'on aborde aussi ces paramètres-là, parce que cette histoire d'Eliman, on l'a vu à 2 reprises dans l'histoire littéraire française, avec René Maran d'un côté et Yambo Wologem en 68. René Maran, c'était il y avait pile 100 ans, 1921, et Yambo Wologem, Le devoir de violence, en 68. Ce sont des grands romans d'écrivains africains ou d'écrivains noirs de langue française du XXe siècle. Il y en aura d'autres qui n'auront pas fait le scandale, entre guillemets, hein, mais là, en tout cas, René Maran et Wologem viennent construire la figure d'Eliman. Oui, les deux ont eu des destins différents finalement, Maran et Wologem. Leur seul point commun, bon, il y en a plusieurs, mais disons que le point commun le plus remarquable, c'est qu'ils sont noirs. En tout cas, c'est comme ça qu'on les décrit. Voilà. C'est ce qui les rapproche aussi, c'est sont nos écrivains sur lesquels on insiste beaucoup sur leur couleur de peau et sur l'événement exceptionnel que constitue leur livre à partir de leur couleur de peau. Ça a été beaucoup souligné. Ensuite, les deux sont victimes, de malentendus, de racisme aussi, les deux, très très clairement. Pour Maran, c'est évident, il suffit de lire les recensions qui accueillent son prix Goncourt à l'époque. Même les recensions qui semblent se réjouir de ce prix sont racistes ou ont un arrière-fond raciste. Et évidemment, la préface de son livre Batouala fait qu'évidemment, oui, on l'accuse d'être ingrat, de mordre la main qui le nourrit. En tant qu'administrateur colonial, comment peut-on écrire une telle préface à charge contre la colonisation, etc. Donc, il devient une figure du traître. Wologem, c'était différent. Ça a été beaucoup plus violent pour lui, parce qu'il était beaucoup plus jeune, il avait moins d'amis. Maran avait des amis dans le milieu littéraire, il était plus installé, si on veut, dans le milieu littéraire français. Il avait des protecteurs, si on peut le dire ainsi. Wologem n'avait rien de tout cela. Il était beaucoup plus jeune. Et surtout, sa polémique a été très vite internationale. Elle a impliqué les États-Unis, elle a impliqué la Grande-Bretagne, elle a impliqué la France, bien évidemment, et elle a impliqué même son pays d'origine, le Mali. Et à travers les figures intellectuelles africaines, elle a intégré beaucoup de pays africains. Elle a intégré Senghor, elle a intégré toutes les grandes figures intellectuelles de l'époque. Les deux sont des exemples. En tout cas, m'ont donné à réfléchir sur ce que signifiait publier en tant que noir dans le milieu littéraire français. Comment les livres étaient-ils reçus? Étaient-ils reçus selon un prisme de couleur, dans le bon comme dans le mauvais sens, finalement? Est-ce qu'ils sont reçus différemment? Est-ce que lorsqu'on est un écrivain africain, on est destiné qu'à n'être que ça, finalement? Toutes ces questions-là, Wologem et Maran permettent de les poser. Et on retrouve
tous ces malentendus, toute cette violence dans le personnage de Eliman, qui est, oui, un croisement des deux. Pour Wologem, c'est parce que c'est sur les questions de plagiat et dans la disparition. Et pour Maran, c'est sur une sorte de malentendu qui, dès la publication du livre, est présent. Voilà, sur le fait qu'on insiste beaucoup sur la couleur de peau et qu'on en oublie finalement le livre. Parce que pour Bouloguem, quand même, en 68, les processus de décolonisation ont quand même bien avancé par rapport à... Puis René Maran, en plus, il était administrateur de colonies, mais il était quand même... c'est Guadeloupéen ou Martiniquais, je ne sais plus. Martiniquais? Non. Bon. Antillais. Donc les choses, elles ne se posent pas... c'est peut-être ce qui a donné... Puis peut-être le devoir de violence est beaucoup plus frontalement... Oui, le devoir de violence vraiment est beaucoup plus directement, parce que pour Maran, c'est une préface. Après la préface, il y a un livre, et lui-même disait que le malentendu originel, c'est qu'on lisait la préface et qu'on ne lisait pas le livre, ou que le livre n'intéressait pas, que c'était la préface qui intéressait. Pour le devoir de violence, c'est le livre lui-même qui est scandaleux, qui est polémique, qui a un propos qui est extrêmement dur sur la colonisation. Et il est dur, en fait, sur toutes les colonisations que l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest notamment a dû subir. Il n'épargne personne. Il n'épargne ni la colonisation arabo-musulmane, ni la colonisation européenne, ni tout le système de corruption extrêmement cruel qui préexistait à ces colonisations-là et qui se déroulait à l'intérieur du continent et qui a sans doute facilité les colonisations extérieures. Donc, il tape sur tout cela avec jubilation, avec méchanceté, avec un sens de l'histoire extrêmement lucide, très dur, mais qu'il est difficile de nier. Et c'est tout cela que personne ne lui pardonne, finalement, aussi. C'est que le livre est très beau, et dans un premier temps, en effet, il est salué, mais très très vite, à partir de questions littéraires, on en revient à des questions politiques, à des questions d'histoire, à des questions idéologiques. Finalement, les grands intellectuels africains lui reprochent d'avoir donné de l'Afrique une vision cruelle, c'est-à-dire de n'avoir pas rattaché les malheurs du continent aux seules colonisations. Et l'intelligentsia française lui reproche énormément de choses, d'être noir, d'avoir voulu, étant noir, écrire d'une certaine manière, de s'être permis de jouer avec les grandes références du patrimoine littéraire occidental. On lui reproche, oui, finalement, d'être sorti de sa case, ce qui est un problème. Voilà, en tout cas, on estime qu'il a dépassé une limite, vraiment. Mais alors vous, dans votre roman, cette problématique-là, qui est une problématique des années 60-70, vous la déplacez dans les années 30, parce que c'est quand même aussi ce qui est à l'œuvre dans le labyrinthe de l'inhumain. On sent bien que le livre, il est de cette teneur-là. C'est un livre de franc-tireur. Oui. Mais parce que les années 30, souvent ces dernières années, on a fait beaucoup de référents, de parallèles entre l'époque qu'on vit aujourd'hui et les années 30. C'est qu'il y a une sorte de mythe des années 30, parce que c'est l'entre-deux-guerres, parce que c'est aussi la montée de l'antisémitisme le plus dur. Oui, on sent l'arrivée du nazisme, parce que c'est aussi un moment où on est encore malgré tout en pleine ère coloniale, aussi dans les années 30, et on commence à voir les premières grandes figures intellectuelles d'origine africaine émerger en Europe, en France en tout cas, sur la scène politique, je veux dire. C'est un moment qui est intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'il ne l'est pas simplement parce qu'il effraie, c'est qu'il montre comment précisément ce qui nous effraie s'est formé. Et il était intéressant pour moi de mettre en scène le milieu littéraire de ces années-là et de montrer surtout que, mais ça on le sait désormais, que ce n'est pas parce qu'on est dans le milieu littéraire et qu'on se part d'une sorte d'aura d'intelligence, la culture, etc., qu'on est à l'abri du racisme le plus abject, qu'on est à l'abri des opinions les plus rétrogrades, les plus innovantes, et que la littérature elle-même n'échappe pas à ce jeu politique-là, à ces opinions sociales-là. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard que je place le livre, enfin en tout cas le destin d'Eliman dans cette année-là. Ça me permettait à la fois d'embrasser la question coloniale en Afrique, mais aussi d'embrasser l'histoire que le continent européen a avec le continent africain sur les questions de la Shoah, ça apparaît, et que ce n'était pas non plus qu'une seule question
européenne. Il y avait aussi, voilà, dans les deux guerres, vraiment aussi une part africaine qui commence à être connue, documentée, lue dans les romans, etc. Donc il y avait aussi cette volonté-là de faire traverser à Eliman, finalement, l'histoire du XXe siècle. De la même façon, on la met en regard avec Diégane et son groupe d'amis et leur situation aujourd'hui. Parce que de la même façon, vous décentrez aussi dans la dernière partie où Diégane va retourner au Sénégal à un moment compliqué, un moment aigu de l'histoire de l'histoire immédiate. On peut vraiment faire le parallèle. Oui, c'était intéressant aussi, simplement en se demandant est-ce que quelque chose a changé entre la trajectoire de Eliman dans le milieu littéraire français et la situation de Diégane dans ce même milieu, 80 ans plus tard. Est-ce que quelque chose a changé fondamentalement dans la manière dont les écrivains africains sont reçus? Voilà, c'était aussi une manière de les mettre en regard, et ça dépassait la seule question de l'initiation, parce que c'est un roman d'initiation aussi. Diégane se prend pour modèle ou est obsédé par cette figure du grand écrivain pour lui qui est Eliman. Mais au-delà de l'admiration, il y a un parallèle sociologique, en tout cas dans le sens de la sociologie littéraire. Il y a ce parallèle-là qu'on peut établir sur leur destin, finalement, et les questions auxquelles ils sont confrontés comme écrivains et comme écrivains africains. Sans ambiguïté, vous parlez du petit milieu comme un ghetto. Oui. Le cercle des écrivains africains à l'intérieur du cercle littéraire français ou du milieu littéraire français peut ressembler parfois à un ghetto. Oui, dans la mesure où, dans ce milieu, on ne trouve en général que des écrivains africains qui sont entre eux, qui discutent entre eux et qui semblent absolument coupés du reste du milieu littéraire, qui ne les connaissent pas vraiment ou qui les lisent très peu ou qui ne connaissent qu'une ou deux ou trois figures maximum, celles qui émergent le plus, en ne connaissant pas tout le contingent qu'il y a derrière et qui peut être parfois plus intéressant finalement que ce qu'on voit, ou qui est tout aussi intéressant du moins. Mais on ne le voit pas, et même éditorialement, ça peut ressembler à un ghetto parfois, dans le fait que pendant très longtemps, c'est en train de changer. Il n'y avait que dans certains espaces littéraires que ces écrivains-là pouvaient exister. Au début des années 2000, par exemple, il a fallu l'arrivée de certains... Par exemple, la collection Continent Noir chez Gallimard, par exemple, a publié beaucoup d'écrivains africains. C'est une collection qu'on peut, on peut dire, est-ce que c'était ambigu ou non, mais il reste que si cette collection n'avait pas existé, beaucoup d'écrivains africains n'auraient pas trouvé un moyen pour émerger comme ça, parce qu'ils n'avaient pas d'espace pour ça. Ils étaient quasiment obligés, pour être publiés, d'aller chez l'Harmattan, par exemple, ou de se retrouver d'aller dans des maisons qui sont extrêmement marginales, ce qui contribue à créer en effet une sorte de ghettoisation. Et ils ont un lectorat qui est très réduit. Et ça, disons que oui, ça donne toutes les allures d'un ghetto, ou d'un sentiment en tout cas qu'il y a un centre et une périphérie ou une marge. C'est toujours très ambigu aussi comme situation, parce que c'est à la fois, on peut être beaucoup plus visible de la marge, ça peut créer un effet de niche, entre guillemets, mais être dans une marge coupe aussi des grandes logiques qui traversent le centre, finalement. Et on peut être une dépendance, simplement, du centre. Donc, c'est cette situation d'ambiguïté-là que je tente aussi de décrire. Il y a peut-être des questions dans le public, il y en a certainement. Vous écoutez Mohamed Bongarsar lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 14 décembre 2021, pour son livre La plus secrète mémoire des hommes. En tant qu'écrivain africain, je sais que ce que vous avez dit par rapport au Goncourt, mais ce que peut symboliser le Goncourt, votre Goncourt à un écrivain africain pour les jeunes Africains qui peuvent être ici. C'est rare, évidemment, et ça peut être quelque chose pour eux de très fort. Oui, ça peut l'être. Ça l'est certainement. Le fait d'être un symbole, évidemment, je ne le décide pas.
on me remet un prix. Ce prix est un symbole parce qu'en effet, on me le décerne et que c'est rare qu'on le décerne à un écrivain africain pour tout un ensemble de raisons. Non, je n'ai rien à dire à ce propos. Si ça peut aider à changer un certain nombre de représentations, à jeter une lumière sur les jeunes créateurs africains, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, tant mieux. Pour moi, c'est tout à fait naturel. On ne choisit pas pour qui, ni même pourquoi finalement on est un symbole pour quelqu'un d'autre. Et si ça peut aider ce quelqu'un d'autre à être beaucoup plus fier, beaucoup moins craintif, beaucoup plus assuré, c'est tant mieux. La seule remarque que j'ajoute, c'est que précisément, il ne faut pas que ça ne soit juste qu'un jeu de symbolisation. Il faut que ça aille au-delà. Et il faudrait tout simplement que ça ne soit plus si rare que ça. La meilleure manière pour qu'il n'y ait plus autant de discours sur les symboles, c'est que ça devienne banal. Et que dans cette banalité-là, il faut que ça se répète. Il faut que ça ne soit plus quelque chose, voilà. Et que finalement, dans quelques années, on ne trouve plus symbolique, voilà, qu'un écrivain reçoive le prix Goncourt. Au demeurant, vous parliez des jeunes lecteurs, mais je crois qu'ils ont un cran d'avance sur les cénacles parisiens, parce que vous regardez le prix Goncourt des lycéens, Jalil Amadou Amal l'année dernière, Gaël Faye il y a quelques années, ils sont beaucoup plus sensibles, je crois. Bonjour. Moi, je voudrais vous dire que j'ai lu les 3/4 du livre, je suis en train de le lire. Et pour moi, vous n'êtes pas un écrivain africain, vous êtes un grand écrivain. Merci. Le livre est magnifique, le livre est merveilleusement écrit. Moi, je suis sénégalaise comme vous, et je suis très fière de vous. Et ce que je voulais savoir, c'est une question... je me suis interrogée là-dessus en lisant votre livre, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur Wologuem depuis 5 ans. Il a lu votre livre, il a tout laissé tomber, il a dit « je ne peux pas faire mieux ». Et c'est amusant parce que vous avez une partie où vous parlez des écrivains et vous abordez cette thématique de l'écrivain qui doute et qui, quand il lit un grand écrivain, il y a toujours des jalousies, il y a toujours... Et à un moment donné, on a envie de tout laisser tomber quand on trouve plus fort que soi. Voilà, et donc il a laissé tomber, il a lu votre livre, lui il est énarque. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bon, lui je le connais, et à travers votre livre, j'ai vu toute une cosmogonie sérère. Et ma question c'est, bon, on voit que vous avez beaucoup vécu en France, comme moi, et est-ce que vous avez été élevé dans le milieu sérère? Parce que j'ai retrouvé ça dans votre livre, il y a vos racines qui ressortent, c'est peut-être pour ça que j'ai été aussi touchée aussi. Et voilà, ma question, c'est ça. La cosmogonie sérère semble très présente dans votre livre. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai été élevé dans cette cosmogonie, dans cette culture sérère. Oui, ça, c'est pleinement aussi mon éducation, c'est mon enfance, c'est mon imaginaire profond, c'est ma langue aussi, ce sont les contes de l'enfance. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui forment, en effet, l'imaginaire profond. Et celui-là, il est enraciné pleinement dans la culture sérère. On me demande souvent si j'écrirai un jour en sérère. Oui, j'y compte bien un jour, ça arrivera. Mais ça demande que beaucoup de temps pour me former à l'écriture en sérère. Parce que c'est une langue que je parle, mais que je n'écris pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas apprise à l'école, comme beaucoup d'autres... À l'école, je commence par le français, donc j'ai fait toute ma scolarité en français, au Sénégal, mais en français. Mais le jour où je me sentirai vraiment prêt à écrire dans cette langue-là, je n'hésiterai pas et je le ferai, quitte à traduire après, à trouver d'autres. Mais j'aimerais écrire directement aussi dans cette langue-là et je sais que ça viendra. Mais oui, je suis aussi cette part-là qui est très importante, qui est là et qui vient de l'éducation, de la transmission, voilà, et de mon attachement tout simplement à cette culture-là. Quant à votre ami, dites-lui, enfin, je ne sais pas, je crois que non, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à faire sur Wologuem, il y a toujours quelque chose à écrire. Et j'ai moi-même eu ce sentiment à plusieurs reprises que, en fait, non, je n'avais rien à dire, à écrire, à ajouter. Mais bon,
il faut tout de même le faire. C'est important, c'est comme ça qu'on arrive à construire un fond autour d'une figure comme Wologam précisément, qui est encore trop méconnue, trop désertée. Voilà. Et puis de façon plus générale dans l'écriture, ça arrive tout le temps. Et ça ne cessera jamais de manière. Écrire, c'est toujours se confronter aussi à ce qui a été écrit avant soi. Et tout ce qui a été écrit avant soi est souvent magnifique. Et on arrive toujours le dernier. Et c'est une position qui est très difficile. Mais il faut se dire que ça a toujours été ainsi. Et lorsqu'on remonte comme ça, tous les grands écrivains, à un moment donné, ont eu des complexes terribles à l'égard d'écrivains qui ont vécu avant eux et qui ont écrit avant eux. Et ils le disent à longueur de journée dans leurs journaux, leurs correspondances. Voilà, ils déplorent de n'avoir plus rien à ajouter, d'avoir des modèles trop écrasants. Et pourtant, ils continuent et deviennent eux-mêmes des modèles pour d'autres personnes. Et ça continue comme ça. Alors, bonjour Mogar. J'ai deux questions. Et les questions portent sur deux rapports. D'abord, le rapport entre... Comment appréhendez-vous le rapport entre le réel et la fiction? Je m'explique. C'est-à-dire, j'écoutais récemment Boubacar Boris Diop, que vous admirez tant, qui disait qu'il y a une génération d'écrivains africains qui ont un rapport sec avec leur texte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur part de vie, on ne voit pas leur part en tant qu'humain ou en tant que... Enfin, leur vie, leur parcours ou leurs influences, les lectures qui les ont influencés sont bien vraies dedans, mais il n'y a pas cette part personnelle qui se trouve dans le livre en tant que tel. Donc, il disait qu'il y a un rapport sec. Mais vous, en vous lisant, connaissant votre parcours, je vois un peu le Bougar, un tout petit peu Djegan, son école militaire. Vous avez fait pareil. Et je vois beaucoup de choses. Ken Bougoul, par exemple, son histoire, sa biologie, avec Siga, l'histoire de sa famille. Donc, comment vous appréhendez ce rapport entre le réel, c'est-à-dire votre vie quotidienne, ce qui tourne autour de vous, et la fiction? Maintenant, la deuxième question, bon, si vous voulez répondre, mais... Alors, pour la deuxième question, c'est le rapport entre les lectures qu'on fait et l'écriture. Parce qu'on dit que tout grand écrivain est avant tout un grand lecteur, mais est-ce que écrire, c'est pas plagier, mais d'une autre manière? C'est-à-dire, j'entre dans le sens de Eliman qu'on accuse de plagiat ou de Yombo Ologem, mais est-ce que écrire, c'est pas plagier les lectures qu'on a eues? Enfin, comment vous appréhendez ce rapport entre lecture et écriture? Merci. Merci beaucoup, mon cher Machudo. En fait, il y a plusieurs manières d'appréhender ce rapport entre réel et fiction. Ce n'est pas ici qu'on épuisera ce sujet. Ce que Boris semble dire, c'est qu'on ne sent peut-être pas le sel ou la chair du vivant dans un certain nombre de textes. C'est possible. Je ne sais pas exactement de quelle génération il parle ou de quels écrivains il parlait. Mais pour ma part, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas de grand intérêt, mais c'est très personnel, hein, vraiment, à retranscrire sa vie dans un roman. Pour moi, c'était très limité parce que, tout simplement, un roman n'arrive jamais à restituer ne serait-ce qu'une seconde de vie pleinement, même s'il est extrêmement étendu, etc. C'est pas possible. La vie est tellement plus riche, une seconde de vie est tellement plus riche qu'un roman que ça me semble être une illusion de vouloir faire ça. Ce que le roman peut faire en revanche, et ça c'est sa grande force, c'est toujours donner à une seconde de vie qui peut être tout à fait banale, hein, simplement faire simplement un geste pour regarder quelqu'un, mais le roman peut en donner une densité et une interprétation qui arrache ce geste-là à la banalité. Et c'est toujours ce que je tente de faire. Quand par exemple on reconnaît un certain nombre de choses qui pourraient être de moi dans le personnage de Djegan, c'est évidemment un leurre. C'est parce que je joue sur des similitudes possibles, mais pour égarer tout à fait le lecteur dans les interprétations qu'il pourrait faire. C'est un jeu, je joue toujours avec ça. Ce sont des faux semblants, je donne l'impression que. Mais ce qui me semble plus important, c'est profondément la vie de Djegan, les questions qu'il porte. Et ces questions-là, oui, ce sont les miennes, je les lui donne et j'essaie de les transfigurer par Djegan. J'essaie de leur donner une forme plus claire, à la fois plus claire et plus profonde, parce qu'il y a un personnage qui me permet de me mettre au clair moi-même avec cette question-là. Et c'est à ça que sert
la fiction, peut-être. C'est à la fois à approfondir et à éclaircir la vie qu'on ne peut pas restituer. Donc finalement, ce n'est pas vraiment faire apparaître la vie dans un roman, ce n'est pas la faire apparaître directement, c'est toujours la faire apparaître indirectement. Et dans cet indirectement-là, il y a le passage par des réflexions souterraines, plus philosophiques, plus profondes, mais qui disent quelque chose de la psychologie ou de la pensée ou du cœur de quelqu'un, mais à travers un personnage. Sinon, oui, après, dans les jeux de miroir, ça, oui, mais c'est pour jouer, c'est pour m'amuser, parce que le roman, c'est aussi ça, c'est aussi beaucoup de jeux avec soi, aussi avec le lecteur. Quant à la deuxième question, c'est beaucoup plus problématique, le rapport à la lecture. Parce qu'il est évident, et tu l'as rappelé, lorsqu'on est un écrivain, on est d'abord un lecteur. Et lorsqu'on écrit, on ne peut pas ignorer toute la masse de lecture qu'on a. Comment faire avec ça? Moi, je dis toujours qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir sur l'être humain une idée ou une pensée nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas philosophiquement sur la condition humaine une chose qui n'a pas été vécue. Les époques peuvent changer, les technologies nouvelles arriver, des scènes nouvelles arriver. Il reste que notre nature profonde d'être humain est la même finalement et que nous avons les mêmes réactions liées au grand thème de notre condition, l'amour, la mort, etc. Et ces grands thèmes-là sont éternels et ne changent jamais. Ce qui fait que on peut changer de thème, de sujet, de traitement, mais dans le fond, les grandes questions qui font notre humanité, là, on n'ajoute rien, parce que c'est là depuis très très longtemps, et que les écrivains en parlent depuis très très longtemps. C'est vrai que finalement, la question de l'originalité est une question très difficile à appréhender pour moi. En tout cas, je la mets beaucoup en doute. Pour moi, c'est une notion qui est suspecte lorsqu'on se prétend original. Ce qui est intéressant toujours, c'est plutôt la singularité, qui est l'art tout personnel d'exprimer une question éternelle. Et ça, c'est ça la singularité, et c'est ça que je pense qu'il faut chercher en art. Mais après, on n'échappe pas évidemment aux influences, on n'échappe pas à ces lectures. Peut-être que oui, lorsqu'on écrit, on ne fait que plagier consciemment ou inconsciemment des choses qu'on a lues et qui sont dans notre esprit ou dans notre mémoire depuis très 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 longtemps. Mais il est difficile, il me semble difficile en tout cas, d'échapper à ça. Mais ça ne doit pas nous paralyser. Au contraire, pour moi, c'est toujours ce qu'il y a de plus fécond, c'est de savoir qu'on vient aussi d'une tradition, qu'on vient d'une généalogie, et que on n'est pas comme écrivain, on ne naît pas ex nihilo, on ne naît pas à partir de rien, on n'apparaît pas comme ça, on vient de ces lectures, on est de ces lectures, on avance avec ces lectures-là, et on essaie de donner son interprétation singulière, pas originale, mais singulière, des questions qui nous obsèdent, mais qui n'ont rien d'unique, qui ont déjà été vécues autrement, dans d'autres temps, dans d'autres espaces. C'est toujours ça qu'il faut se dire et assumer la question. Ce n'est pas une honte de se dire qu'on vient d'autres écrivains. Au contraire, c'est un orgueil. Moi, je suis très, très fier de pouvoir dire, voilà les écrivains qui m'ont permis de devenir écrivain. Voilà les écrivains à partir desquels j'écris. Ça ne veut pas dire que je les plagie littéralement, que j'ouvre pour recopier, mais ça veut dire qu'en me lisant, on peut tout à fait deviner mon imaginaire aussi, romanesque et littéraire, et on peut deviner les grandes étoiles, les étoiles fixes de cet imaginaire-là. Et pour moi, ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus beau lorsqu'on voit des écrivains qui se forment en famille. Voilà, des familles d'écrivains entre lesquelles il y a des dialogues, des transmissions, des hérédités aussi. Voilà. Dans la plus secrète mémoire des hommes, Siga, on a l'impression qu'elle, justement, elle n'est pas arrivée complètement ex nihilo, mais en tout cas, elle n'arrive pas par la littérature. J'ai l'impression qu'elle arrive par son histoire familiale. C'est vrai que le personnage de Siga qu'elle a d'autres origines. semble avoir une sorte d'origine qui n'est pas une origine littéraire, au sens où il y aurait ce effet de lecture. Mais c'est peut-être parce qu'elle-même joue sur ça, sur le fait qu'elle est arrivée ex nihilo, qu'elle n'aurait quasiment pas lu. En tout cas, au début du roman. Elle prend cette position-là. D'une histoire qui est son histoire familiale, oui, qui est une histoire quand même quasiment de la fiction. Oui, enfin, oui. En tout cas romanesque. Oui, c'est pour ça que c'est une position au départ. C'est vraiment une mise en scène de soi pour
contrer l'imaginaire très littéraire de Djegan pour lui dire non, il y a autre chose tout de même que le discours littéraire que tu tiens comme ça de façon un peu exaltée. Il y a autre chose. Mais un peu plus loin dans le roman, le discours qu'elle tient sur Homère, le discours qu'elle tient sur la patrie des livres, elle dit qu'elle appartient à la bibliothèque. À ce moment-là, elle se trahit finalement. C'est qu'on a une évolution, en tout cas, il y a deux positions. Une première se met en scène comme un contrepoint de Djegan, et puis à un autre moment où elle est dans sa vérité intime, et dans cette vérité-là, elle parle de littérature, elle parle de ses lectures, elle parle de la bibliothèque, elle parle de la patrie des livres, qui est sa véritable patrie, puisqu'elle a été, d'une certaine manière, expulsée ou a choisi de s'expulser de son histoire finalement. Elle a fait des choix familiaux, mais elle est aussi écrivain. Et elle ne peut pas cacher ça, même si son moteur n'est pas tant, oui, la littérature ou les livres. Dans son origine, en tout cas, l'origine de l'écriture, c'est toujours très difficile à dire. Pour certains écrivains, pour moi par exemple, pour moi ce sont les livres. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé dans mon histoire familiale ou ma trajectoire un événement, un traumatisme, un drame ou même un moment de simple joie à partir duquel je pourrais dire je suis devenu écrivain parce qu'il y a eu ce moment-là. Tout ce que je vois, c'est une succession de lectures très lentes mais régulières, une passion qui est née entre les livres et qui finalement me mène à l'écriture. Pour Sigadé, il y a clairement des événements familiaux et c'est son origine là. Vous auriez un moment fondateur de votre vie de lecteur? Un livre ou une lecture qui fait que vous vous êtes dit, tiens là, J'essaie de me souvenir aussi, mais c'est très flou. Ouais. Parce que je vois plusieurs livres qui, à des moments différents, auraient pu fonder quelque chose. Bolagno, mais j'ai découvert Bolagno alors que j'avais déjà commencé à publier. Donc ce n'est pas ça, mais il change tout de même quelque chose, clairement. Et puis il y a eu un certain nombre d'écrivains dans l'adolescence, même dans le très jeune âge. Il y a eu les contes aussi, ça peut être là. Il y a eu Senghor, il y a eu Césaire, il y a eu Balzac à un moment. Il y a eu voilà, des écrivains africains qui ne sont pas très, très connus ici, mais que j'adorais. La littérature européenne de façon générale, quand je suis arrivé en France. Voilà, donc il y a eu plusieurs moments avec plusieurs livres, plusieurs moments de bascule ou de transformation. Donc il faudra que je me penche un jour peut-être sur ça, parce que c'est très mystérieux et moi, ça m'intrigue beaucoup. Les moments à partir desquels on sent qu'on va devenir écrivain, ou qu'on veut devenir écrivain, ou qu'on est en train d'en devenir un. Et pour moi, ce sont toujours des moments de lecture. Mais je n'en suis pas sûr, en fait. Il se pourrait, en cherchant bien, en pressant ma mémoire, que je trouve quelque chose, un événement qui révélerait ça. Peut-être le temps de prendre encore une ou deux questions. Bonjour. Alors, j'ai été très touché par ton roman. Dès que j'ai lu, j'ai su que c'était un grand roman. Par exemple, tu parlais de Rimbaud. Rimbaud, il disait un coup de doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. C'est ça pour moi un grand roman. C'est un roman qui bouleverse. C'est une étincelle qui change notre vision de nous voir ou du monde en général. Et ma question, elle est trop large parce que ce serait comment devient-on écrivain? Donc je vais passer par une sous-question. Quel conseil donnerais-tu pour devenir écrivain? Voilà. Petit malin. Attends, je vais passer par des sous-questions. C'est tout simple. Enfin, tout simple. Oui, c'est tout simple. Oui. Je crois que lorsqu'on s'adresse à un jeune écrivain ou quelqu'un qui veut devenir écrivain et qui ne sait pas trop, même s'il le fait déjà, c'est de lui dire qu'il faut continuer à lire. Il y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est la lecture. Alors, quand je dis lecture, ce n'est pas simplement parce que, oui, beaucoup de gens lisent, évidemment. Lisent, et pour moi, c'est important. Mais pour un écrivain, c'est d'autant plus important que c'est dans la lecture, justement, qu'il trouve sa famille d'écrivains. Et ça, c'est important pour moi de pouvoir, dès le début, identifier quels sont les écrivains ou les écritures vers lesquelles on veut aller. Parce qu'il y en a tellement qui sont tellement belles qu'on ne peut pas aller vers tout. Et le fait de lire énormément nous permet d'identifier vers quoi on veut aller, vers quoi on ne veut surtout pas aller, même si c'est très grand, même si c'est magnifique, mais on sait qu'on ne veut pas aller par là, ou on ne peut pas aller par là.
Et ça, c'est parce qu'on lit beaucoup, qu'on balaye un spectre très large, qu'on arrive à voir ça, à découvrir à quelle famille d'écrivains on appartient, quels sont nos exemples, quels sont nos modèles, de qui est-ce qu'on se sent proche et de qui est-ce que, tout en lui reconnaissant sa grandeur, on sait qu'on ne pourrait pas se rapprocher finalement. Donc ça permet de distinguer finalement. Chercher à devenir écrivain, c'est aussi, dès qu'on est lecteur, faire ce travail de distinction-là. Faire ce travail-là, tout en se nourrissant de tout, mais pouvoir distinguer très vite ce qu'on ne pourrait pas faire, ce qu'on aurait envie de faire, ce qu'on aurait envie de pousser. Et il n'y a pas d'autre chemin, mon ami. Il faut lire, continuer à lire, creuser ce sillon-là jusqu'à la fatigue absolue. Mais c'est de là que ça vient. Évidemment, on peut faire des ateliers d'écriture, suivre des cours de création littéraire. Tout cela participe sans doute peut aider. Rencontrer des écrivains, discuter, etc. Mais il me semble que ça, c'est peut-être, l'imaginaire romantique, encore une fois, qui veut ça. Pour moi, c'est toujours d'un effort solitaire que ça vient. Et cet effort solitaire-là, enfin, n'est pas si solitaire que ça. C'est un effort de lecture, mais il est fait, c'est un dialogue toujours avec les textes, avec les écrivains avant nous. Et c'est de là que finit par sortir quelque chose, je pense. Donc, ce n'est pas la seule voie, mais moi, c'est celle que je privilégie toujours, parce qu'il me semble que c'est celle qui nous permet ensuite, pour le restant de notre vie, de garder aussi une sorte d'exigence très forte envers soi. C'est parce qu'on a lu jeune des textes qui nous ont donné beaucoup de complexes, qui nous ont beaucoup fait réfléchir sur la valeur vraiment de ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça ? Sachant qu'il y a déjà ça qui a déjà été écrit, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Vraiment, je pense que c'est de là que ça naît. Et qu'une fois qu'on a ça, toute notre vie, même si on écrit des livres très différents, inégaux, parfois, on ne cède jamais à la facilité. Et c'est ça qui est important aussi, quand on est un jeune écrivain, de ne pas céder à la facilité. Et de tout de suite, dès qu'on commence, se dire, c'est un jeu, mais c'est aussi une affaire très sérieuse. Mohamed Bougar, merci beaucoup. Merci beaucoup. La plus secrète mémoire des hommes est un roman publié aux éditions Philippe Ray et Jimsan à Dakar. Il a remporté en 2021 le prix Goncourt. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre avec Mohamed Bougarsar, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 14 décembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Lost in the dark for so long, I was blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along who was accusing the darkness when I was the one blocking out my sun. I stood for so long, waiting for my sleep to come. I was washed up and used, I was trampled and bruised, but hear the news. Every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow. So take back your fear and your worrying, just clear your path away. Trouble don't come round here no more, knowing I'll stop accusing when there's no divine. Tell me where would it hide? 'Cause here in the great hall of mirrors you get what you give, you project what you leave, reflect what you